va aller. Et je vais vous parler de ce qui se passe quand le cerveau voit des choses qui n'existent pas. Parce que le cerveau, comme vous le savez tous, est un organe qui nous sert à penser. Hein? Donc ça c'est faux déjà. Le cerveau est un organe de survie. Et la pensée est venue après pour nous aider à survivre. Donc à la base, le cerveau il sert à trois choses. Il sert à reconnaître de la nourriture, à reconnaître des partenaires, pour jouer aux cartes, à reconnaître les dangers pour les éviter. Donc en gros, le cerveau sert à reconnaître les formes. Ok? Et les formes, je vais juste dire après. Voilà. Par exemple, là, tout le monde reconnaît un lapin, sauf ceux qui voient un canard. Ok? On a un lapin ou un canard. Et dans votre cerveau, ou un bébé. Et dans votre cerveau, il a des cases, il va allumer la case canard ou la case lapin, l'une après l'autre, mais pas en même temps. Vous n'arrivez pas à avoir en même temps le lapin et le canard. On est d'accord? Sinon, vous êtes des mutants et on en parle plus tard. Donc, votre cerveau, de manière intuitive, indépendamment de ce que la science nous dit sur comment on classe les objets, votre cerveau, il est capable de dire que, ok, les lapins et les canards, c'est différent, donc j'ai deux cases différentes. Et dans la case canard, je peux même mettre un colibri, un rossignol, etc. C'est vraiment des cases différentes. On a les lapins et les oiseaux. Si jamais je veux mettre des poissons, c'est une case encore à part. Ok? Intuitivement, on sait que ça. Et on sait que l'ensemble, ça fait un groupe, c'est les animaux. Et que si on prend un arbre, un coquelicot ou que sais-je, une algue, c'est un groupe qui est séparé, c'est les plantes. Ok? Et puis, à part les biologistes qui savent comment on range les choses, si vous avez des trucs comme des champignons, des coraux, des méduses, on ne sait pas trop où ça se range, malgré tout, vous savez que tout ça, c'est des êtres vivants. De manière intuitive. Même si à l'époque, on a cru que les champignons étaient des roches. Bon, ça, en gros, ça marche comme ça de manière intuitive. Et tout ça, ça s'oppose aux objets comme la Lune, les étoiles, les rochers, les temps là, qui sont des objets naturels, mais pas vivants. De manière intuitive, on a ça, et donc on fait la séparation, mais l'ensemble, c'est les objets de la nature. Ça va? Tout le monde suit? C'est compliqué, hein? Donc, intuitivement, vous savez faire ça. Donc le cerveau, il est fort pour reconnaître les formes. Hein, ça. Et à côté, vous avez des objets fabriqués par l'homme. Vous savez intuitivement, quand vous avez une montre sur la plage, que c'est une montre, c'est pas un caillou. Et il y a un dernier groupe qui est encore plus important, et la moitié des processus cognitifs sont impliqués dans la reconnaissance des êtres humains. Parce que notre survie dépend de nos interactions avec les êtres humains. Okay? Donc on a ces grandes catégories, et donc on a une grille de lecture. Le cerveau, il est câblé pour reconnaître les objets comme ça, indépendamment de la réalité du fait que les chauves-souris sont des oiseaux ou pas. Dans le temps, Aristote avait mis tout ça dans le même panier, bon, c'est un problème. On a fait la génétique depuis, on comprend mieux. Mais bon, le cerveau, lui, il classe les choses. Donc, le problème, c'est que le cerveau, il ne reconnaît que ce qu'il est préparé à reconnaître. Donc, je vais vous montrer une image. Ceux qui connaissent vont reconnaître une image. Ceux qui ne connaissent pas vont sûrement pas comprendre cette image. Moi, personnellement, je n'ai pas compris quand je l'ai vue. Donc, sentez-vous à l'aise. Et je vais vous laisser quelques secondes, vous allez essayer de comprendre ce qu'il y a sur l'image. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, rassurez-vous, votre œil fonctionne bien. C'est derrière qui a un petit qui se dit, mais qu'est-ce que c'est? Moi, derrière, je me suis dit, ça ressemble à une coupe histologique avec des trucs, des feuilles, des plantes. En fait, non, c'était pas ça. Donc, du coup, on verra ça plus tard. Mais là, par exemple, pour vous rassurer, là, tout le monde voit le chien sur l'image. On va vous aider. Voilà, il y a un chien. Sur cette image-là, bon, ceux d'entre vous qui... Bon alors, avec des couleurs, tout le monde comprend. Vous voyez? Dès qu'on met des couleurs, on comprend. Là, vous avez deux types d'images. Donc, à gauche, est-ce que tout le monde voit le cow-boy? Voilà. Est-ce qu'à droite, tout le monde voit des gens qui dansent? Maintenant que vous le savez, vous les voyez. Votre cerveau est préparé à reconnaître dans le pattern initial les images que vous avez. Okay? Donc vous avez le signal et du bruit, et vous devez faire la distinction. Okay? C'est un langage. Je reviens à cette image. Votre cerveau ne sait toujours pas ce que c'est, donc je vais meubler pendant qu'il y a des images qui passent qui vous aident. Dans la nature, il y a... ce qui vous est familier... Je vais faire ce qui vous est familier, vous le reconnaissez immédiatement, instinctivement, et ce qui vous est pas familier, comme en musique par exemple, les musiques que vous ne connaissez pas, vous ne les reconnaissez pas, parce que vous ne les connaissez pas. Mais là, si je reviens ici, peut-être qu'il y en a déjà deux ou trois qui disent « Ah, c'est bon, j'ai compris l'image ». Ceux qui n'ont toujours pas compris, je vous donne un dernier indice, c'est le dernier indice, hein. Il n'y en aura pas d'autre. Est-ce que tout le monde voit la vache?
avec son nez, ses yeux, etc. Bien maintenant, à vie, quand vous verrez l'image là, vous allez voir la vache maintenant. Ça marche qu'une fois ce coup-là. Hein. Ok. Donc l'image porte un nom, mais j'ai oublié, donc je ne vous le dirai pas. Mais c'est une vraie photo de vache qui a été scannée, etc. Voilà, donc votre cerveau, il ne voit que ce qu'il est préparé à comprendre. Mais il y a plus que ça. C'est pas vrai, votre cerveau, il voit des choses, mais il a tort. Hein. Parce que le truc, c'est que même là, vous avez 2 gouttes d'eau, une troisième goutte d'eau, vous voyez un visage. Parce que vous avez dans votre cerveau, dans l'hémisphère droit, une structure qui est très complexe, qui sert à reconnaître le visage, et donc se forment des pareidolis. Donc c'est édolie image, parallèle. Donc vous avez tous la capacité à avoir des visages partout. Et vous le faites d'ailleurs. Donc même là, il n'y a pas d'œil, et pourtant il y a un visage. Voilà. Donc voilà, même l'image qui est en bas à gauche, qui est en profil, qui est un peu plus dur à voir, on a quand même une facilité à reconnaître ces visages. Okay, donc ça c'est la pareidolie, et c'est un type d'apophénie. Vous irez vous renseigner sur ces mots, c'est intéressant, je ramasserai des copies. Alors maintenant vous prenez un garage, un soleil, un buisson, un visage. Je n'ai pas de commentaires à faire en plus, c'est frappant. Hein, on aurait voulu le faire exprès quand on n'aurait pas réussi. Et puis là vous avez un truc un peu bizarre. Bon, alors je reconnais que on se dit bon, d'accord, on voit des cheveux un peu bizarres, on voit une bouche pas très droite, on voit des yeux. Ok, c'est perturbant. Mais il y a un visage. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de visage. En fait, il y a un chien. Donc là, j'ai la queue, j'ai le petit nez, j'ai les oreilles, il est roulé, il s'endort. Voilà, c'est le chien. Mais comme je vous ai parlé de visage depuis 2 minutes, eh ben, vous voyez un visage. C'est plus fort que vous. Ok ? Mais c'est pas grave. Une fois qu'on le sait, on fait attention à ce moment pour ne pas se tromper. Donc, alors, pourquoi est-ce que le cerveau voit des choses qui n'existent pas ? Alors, on va parler un peu d'évolution. Mais très vite, parce que je ne sais pas parler, mais voilà, ça va le faire. Donc, si on remonte, alors, ne vous demandez pas, s'il vous plaît, comment la baleine a fait pour monter dans l'arbre. Je n'ai pas la réponse à ces questions. On va remonter à 100 millions d'années dans le passé, où vivait une bestiole qui s'appelait Eomora, qui ressemblait à une sorte de petit rat, donc 20 cm, 20 grammes, à une époque où les oiseaux ressemblaient à ça, ce qui fait qu'il y avait une sorte de pression de sélection, vous voyez, une sorte d'oppression et de stress permanent. Donc la bestiole, dès qu'elle entendait un bruit, elle était sur le qui-vive. Il ne fallait pas rater l'info. C'était un dinosaure, il fallait le voir. Donc, dans ces conditions, vous avez le cerveau qui perçoit la réalité et la réalité. Donc c'est mieux quand ça coïncide. Alors 2 cas de figure, soit vous percevez un danger, soit vous ne percevez pas, et soit il y a un danger, soit il n'y en a pas. Donc 2 fois 2, 4. Donc 4 cas de figure qu'on va étudier de manière très systématique. Alors attention, je vous demande de votre attention. Cas numéro 1, il n'y a pas de danger, et vous ne percevez pas de danger, je n'ai absolument rien à dire. Si vous percevez un danger alors qu'il n'y en a pas, c'est pas très grave, on a eu une fausse frayeur, vous avez lâché votre sandwich, vous êtes parti, bon, le coût est minime, évolutivement c'est pas très grave. S'il y a un danger, et que vous percevez un danger, vous réagissez de manière appropriée, vous en allez, ou vous combattez, enfin en gros vous réagissez, quoi. S'il y a un danger et que vous ne voyez pas, ça va se régler assez vite. Hein. Et donc, en termes darwiniens, vous avez ce qu'on appelle un faux positif dans le cas du danger à gauche et un faux négatif à droite. Okay, le faux positif, on voit un danger, il n'y en a pas. Bon. Le faux négatif, on ne voit pas, il y en a un. Crac. Donc, en termes évolutifs, en termes darwiniens, le faux négatif a comme conséquence que vos gènes sont morts. C'est terminé. Vous avez perdu au jeu de la vie. Votre espèce s'éteint, merci, adieu. Il n'y a pas de deuxième chance. Hein. Darwin ne fait pas de repêchage au second semestre. Et donc, du coup, le faux positif, dans le même pool de gènes, forcément, ceux-là sont favorisés. Parce que les autres sont morts. Eux, ils ont tendance à survivre. Donc, du coup, l'évolution va favoriser la tendance à voir des choses qui n'existent pas. Ça va favoriser l'erreur, le faux positif. Cette erreur-là, elle n'est pas grave pour l'évolution. Du coup, le résultat de cette chose, c'est que vous voyez des choses qui n'existent pas. Et on va illustrer ça avec 4 disques auxquels manque un quartier blanc. Ok ? Donc 4 disques. On les voit ? Alors je les bouge. On les voit encore ? Maintenant je vais les bouger et vous allez voir apparaître un carré blanc qui n'est pas là. Okay ? Il n'y a pas le carré. Je n'ai pas changé l'image, c'est les 4 disques, il n'y a pas de carré. Pourtant vous le voyez. Voilà.
peut-être de la magie. Je vois que ça vous passionne. Voilà, donc du coup, on voit un carré blanc qui n'est pas là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans notre vie, on passe notre temps à voir des choses qu'on ne voit pas en fait. Donc, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Donc là, vous avez l'expérience de base, où c'est-à-dire que vers 4-5 ans, les enfants acquièrent la connaissance que les autres ont des connaissances que eux n'ont pas, et inversement. Donc, comment on a un enfant, vous avez Sally et Anne. Donc, Sally, elle a une bille, elle la pose dans son panier, et elle s'en va. Et Anne, qui est une coquine, elle prend la bille, elle la met dans son panier à elle. Et donc, on demande, dans son carton. Et donc, on demande aux enfants, quand Sally va revenir, où est-ce qu'elle va chercher sa bille? Dans le panier ou dans le carton? Alors, votre réponse, c'est... Voilà, parce qu'elle l'a mis dans le panier, donc elle pense qu'il est dans le panier. Mais l'enfant, qui n'a pas de théorie d'esprit, va dire, la bille, elle est dans le carton, Sally, elle va dans le carton. Sinon, c'est qu'elle est bête. Okay, mais vous et moi, nous avons une théorie d'esprit, on sait que Sally ne sait pas où est la bille. Donc, elle va se tromper. Et donc, il y a des animaux qui ont une théorie d'esprit, chez les grands singes, etc. Et donc, cette capacité-là, c'est la capacité à voir ce que les gens ont dans la tête. Et c'est extrêmement important en termes évolutifs. L'espèce humaine est devenue très très forte, et la moitié de nos ressources cognitives servent à ça. On s'intéresse à ce que les autres pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, est-ce qu'ils vont me trouver... tu vois, un problème habituel. Hein. Et donc, ça occupe beaucoup, beaucoup de ressources, cette théorie d'esprit. Et donc, dans notre cerveau, on est capable de voir la vie interne des autres. Et donc, cette vie interne des autres, associée au fait qu'on voit des visages partout, eh ben, on voit des entités partout. Donc, les communautés, on va dire, primitives, le mot n'est pas très juste, pré-scientifiques, avaient tendance à projeter dans la nature, par rapport à des choses qu'on ne comprend pas, une intention, une entité, et forcément une vie interne, mais dans la nature. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à expliquer la foudre par Zeus, la tornade par un tel, les tsunamis parce que, comprenez, on autorisait le mariage gay, alors il faut que ça ait des conséquences. Les éclipses, c'était parce que Dieu allait mourir, ou machin. Et puis les volcans, parce que on n'a pas payé les impôts, que ça. Donc on a toujours tendance à attribuer une valeur morale, parce que la vie interne d'autrui, c'est un jugement moral par rapport à ce qu'on fait. On a toujours tendance à partir de la morale à ce qui se passe dans la nature. Et on a d'autres choses qu'on projette, je n'irai pas plus loin pour ne pas vexer les gens. Voilà. J'ai fini pour ça, mais j'ai deux petites choses pour finir, j'ai fait court. Voilà, donc en gros, ce dont je vous ai parlé, ce sont des biais cognitifs. On a tendance à voir des choses qui n'existent pas. Donc il y a plein de types de biais cognitifs. Là, c'est un biais de perception et d'interprétation. Et ces biais-là rendent nécessaire la méthode. Si on n'a pas de méthode scientifique rigoureuse pour vérifier ce qu'on a vu, ben on se trompe. Donc, les biais cognitifs rendent nécessaire la méthode, la démarche scientifique, utilisée par, alors je vais bien un mot, c'est les zététiciens, parce que nous on fait les zététiques dans notre tranche en biais. En fait, c'est juste la méthode scientifique appliquée aux croyances générales, dans la vie de tous les jours. Parce que la science peut nous expliquer pourquoi on croit, même si les gens qui croient ne veulent pas qu'on leur explique pourquoi ils croient. Donc, les biais cognitifs rendent nécessaire la démarche scientifique utilisée par les zététiques pour questionner ce qu'on pense savoir. Okay. Alors, dernière question, je finis sur une question. Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, la démarche scientifique? Qui est le truc qui fait que, quand on fait ça, on fait de la science. Alors, j'ai la parole à M. Aurélien. Le fait de refuser les arguments d'autorité et analyser les preuves. Donc, le refus des arguments d'autorité, l'analyse des preuves. Moi, j'en ai mis qu'un, hein. Par ça. Donc, tu as raison. En gros, c'est la recherche. Je recommence, j'ai raté mon effet. C'est la recherche systématique de l'erreur. Sous toutes ses formes. Donc celle-là, tu as raison. Donc, voilà. Quand vous êtes dans une démarche où vous cherchez systématiquement si vous n'avez pas tort, vous faites de la science, sans le savoir. Comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. J'ai fait 8 mots. Voilà. J'ai terminé. Donc si... Bon, merci. Si vous avez des questions, je pense qu'il nous reste, que j'ai fait vite, il nous reste 7 minutes. Tout à fait, Sébastien va me rejoindre, je l'ai perdu des yeux, je vais spoiler. Ah voilà. Donc si vous avez des questions pour lui, pour moi, allons-y maintenant. Voilà. Une question donc à propos des biais cognitifs, le fait que justement on voit quelque chose qui n'existe pas et avantagé par les pulsions. Est-ce que ça pourrait pas, comment ça se fait que ça peut justement le contraire en disant ah je vois un danger, je fuis, ce qui m'empêche, ce qui utilise de l'énergie, m'empêche par exemple de créer ou de reproduire, plutôt que de dire non il n'y a rien, je n'ai pas besoin de fuir pour relire en fait. Parce que les conséquences de l'erreur, dans un cas
on perd éventuellement de l'énergie à fuir, on perd le sandwich, etc. Dans l'autre cas, on est mort. Non, s'il n'y a pas de danger. Ah. L'absence de danger. Oui, mais le problème, c'est que les dangers existent. Les complots existent, les conspirationnistes ont tort, mais les complots existent pour de vrai. Donc, à un moment donné, rater l'info importante, c'est plus grave que d'inventer des infos. Visiblement, en tout cas. Enfin, je n'ai pas la science infuse, mais c'est ce qui ressort de ce qu'on peut lire dans la littérature par rapport à ça. Mais c'est une vraie question. Dans quelle mesure? Tout est relatif. Il suffirait que le danger soit un peu moins important pour que ça ne soit plus une façon de sélection. C'est vrai. Là, devant le monsieur. Non, mais le micro. Qu'est-ce qui fait justement que dans notre cas de figure aujourd'hui contemporain, par exemple, où on est dans une situation où l'esprit est en danger, pour rejoindre aussi l'exposé de monsieur, où notre esprit nous détourne, on voit un danger, on est incapable de réagir à ce danger. On a l'information, mais on n'est pas capable, malgré les éléments, de se dire qu'il y a un danger suffisant pour nous mettre en danger justement et nous menacer. Parce que d'abord, c'est un danger qui n'est pas immédiat. Si je vous mets un briquet sous la barbe, vous allez vous enfuir. Mais si je vous dis que dans 100 ans, on aura 15 degrés de plus, bon, bah, je vais attendre demain. Donc il y a ça. Et puis en fait, on est très fort aussi pour se convaincre que tout va bien. Quand le danger n'est pas immédiat, on se dit c'est pas grave. En plus, là, la responsabilité elle est diluée, tout le monde est responsable, donc personne ne l'est. Il y a qu'à voir ce qui se passe à Kyoto, c'est là on signe, on s'en fout, on signe quand même les machins, et puis on continue à polluer, on s'en fout. La dilution de la responsabilité, ça porte un nom d'ailleurs. Il y a un exemple où, en gros, quand vous êtes agressé dans le métro, il vaut mieux qu'il y ait un ou deux témoins, parce qu'eux vont interagir, s'il y en a 15, personne ne réagit. Ou on dirait beaucoup plus tard. Et je pense que c'est à peu près la même chose. On ne se sent pas responsable des conséquences de ces dangers-là. Tu es d'accord? Oui, tout à fait. Une bonne réponse face à ça, c'est d'interpeller quelqu'un, par exemple, de dire toi, viens m'aider. Voilà, il faut désigner, pour appeler des secours, il ne faut pas dire appelle les secours, il faut dire toi, appelle les secours. Bah, c'est un exemple. Range le téléphone. C'est pareil, ce n'est pas vraiment une question, c'était une remarque par rapport à la question qu'il y avait juste avant derrière moi. Par exemple, en Australie, la plupart des animaux n'ont pas de prédateurs naturels, presque pas. Et du coup, ils n'ont pas peur du danger. Et par exemple, si vous voyez un koala, vous pouvez le descendre de l'arbre, il ne va pas se défendre. Parce que lui, à l'inverse, il voit le danger que vous représentez, mais il ne réagit pas. Parce que lui, il s'en fout, il n'a pas de prédateur. Ses ancêtres n'ont pas... ceux qui ne réagissaient pas au danger sont restés en vie. Du coup, les gènes du mec qui se dit « Oh, c'est pas grave, on fout », ben, voilà. Un peu comme nous à l'heure actuelle, le climat se réchauffe, mais ça ne nous tue pas, donc on s'en fout. Hein? Plus récemment, un exemple, c'est la disparition des dodos. Donc, quand les hommes sont arrivés sur l'île Maurice, il y avait énormément de dodos, mais ils n'étaient absolument pas farouches. Du coup, ils venaient, ils se faisaient bouffer, tout simplement. Et ils se faisaient tuer par le plaisir, par les boucaniers du coin, et du coup, ils ont tous disparu en moins de 100 ans. Et donc voilà, un exemple de... Mais du coup, est-ce que la réaction au danger, on a parlé dans les gènes, mais est-ce que ce n'est pas plutôt un apprentissage par rapport au reste de l'espèce? C'est pas quelque chose qui est marqué dans les gènes par mesure de l'évolution. Mais comment les koalas pourraient s'apprendre les uns aux autres à craindre un puma ou que sais-je? Nous, on n'a pas appris à reconnaître le visage. Je vous montre un balai avec deux vis pour que vous voyez un visage. Parce que vous l'avez appris. Alors là, quand tu as un balai, attention, c'est un visage. Non, donc c'est inscrit, on reconnaît des choses et on le lit à un danger. Si vous voyez deux yeux un peu allongés, avec une pupille fendue et deux grandes canines, un homme, vous être ça. Vous dites, parce qu'on est quand même des primates à la base, et les gros félins, on les aime pas trop. Enfin, c'est pas de love absolu. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime les chiens. Mais le fait est que, comme il n'y a pas de culture chez les koalas, il faut bien que ça passe par un média, l'information. Et la sélection explique bien ça. C'est-à-dire que ceux qui réagissent restent en vie, ceux qui ne réagissent pas meurent, et ce qui détermine la réaction, c'est bien dans le génome. Dans l'état actuel de nos connaissances, on n'a pas le gène de la réaction, à ma connaissance. C'est dire, non, on n'a pas de gène, on n'a pas. Désolé, je ne vais pas là. La dernière question, on va passer à la prochaine conférence. Est-ce qu'on a des exemples de personnes ayant subi des traumatismes ou des malformations et qui n'ont pas cette capacité, et qu'est-ce que ça implique dans la vie de tous les jours? Je ne suis pas expert en fait dans le cerveau, je suis un imposteur,
mais j'ai une réponse par rapport au... On a des gens qui ont les deux hémisphères séparés, donc les split brain. On sait que, vous avez dit que c'était l'hémisphère droit qui reconnaissait les visages. Et quand on présente des peintures d'un célèbre peintre qui s'appelle Arcabeldo, qui fait des natures mortes, donc des visages, mais en composant l'image avec des fruits ou des légumes, la personne, si on lui montre l'image avec l'œil droit, là, qui est connecté à son hémisphère gauche, qui ne reconnaît pas les visages, il voit des fruits. Si on lui montre à son œil gauche, en tout cas à son champ visuel gauche, l'image, donc le champ qui est connecté à l'hémisphère droit, il reconnaît un visage. Donc on sait localiser les modules de reconnaissance de ça. Après, en termes de conséquences, il y a certainement des gens qui ont des défauts dans certaines zones du cerveau, et par rapport à la mémoire, on en a des exemples, et par rapport à ce dont je vous ai parlé, à part ces expériences-là, je n'ai pas d'exemple. Mais voilà, on sait localiser les modules qui reconnaissent les visages, par exemple. La prosopagnosie qui est l'oubli de la reconnaissance des visages. Voilà. Bah, merci beaucoup pour vos questions. Et passez nous voir.